Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. C'est le professeur Othman Abdoun du département informatique, la faculté polydisciplinaire de l'Arrache, Université Admek Sedi. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours sur les chaînes de caractères du module M21, la programmation 2, dédié pour les étudiants de la licence d'études fondamentales, sciences mathématiques et informatiques du semestre S4 à l'échelle nationale. Alors, pour suivre ce chapitre, nous avons plusieurs sections. On va commencer par une introduction sur les chaînes, puis les déclarations et la façon comment représenter une chaîne dans la mémoire. Par la suite, on va voir la lecture et l'affichage des chaînes par les fonctions prédéfinies. Et après, on va voir les fonctions du traitement des chaînes de caractères appartenant à la bibliothèque strict.h. Et dans la cinquième partie, on va voir les tableaux des chaînes de caractères. Et dans la sixième partie, on va voir l'application des pointeurs avec les chaînes simples et les tableaux de chaînes de caractères. Et la dernière partie, ça va être consacré pour un exercice d'application. Comme une introduction sur les chaînes de caractères, alors on sait très bien que dans nos langages C, il n'y a pas un type dédié pour les chaînes, comme string ou bien chaîne. Par contre, une chaîne de caractères est traitée comme étant un tableau avec un type bien fixé, le type caractère ou bien char, et avec une dimension fixe. Si on veut déclarer une chaîne de caractères, puisque c'est une chaîne normalement qui peut être représentée comme étant un tableau, ça veut dire qu'elle va respecter la même condition de la déclaration d'un tableau, c'est-à-dire en précisant le type, le nom d'un tableau et la longueur et la dimension de ce tableau-là. C'est la même chose pour la chaîne de caractères. Le type est fixe, c'est char, le nom de la chaîne et en spécifiant la longueur. Juste quelques remarques, c'est que quoi? Que toute chaîne de caractères se termine par l'anti-slash 0, un caractère spécial pour définir la fin de la chaîne. Et c'est pour cela, si nous avons normalement une chaîne de caractères qui contiendra normalement un caractère, on doit réserver n plus 1 caractère, n plus 1 emplacement. Un exemple, si nous avons l'exemple ici, une chaîne de caractères nommée nom, qui contiendra par la suite 10 caractères, alors automatiquement il faut avoir un caractère supplémentaire pour l'anti-slash 0. Et dans ce cas, 10 caractères pour la chaîne et un seul emplacement pour le caractère anti-slash 0. Le total, c'est 11 caractères à réserver. Pour la mémorisation d'une chaîne de caractères, il y a-t-il une règle pour les tableaux en général? C'est que quoi? Que le nom du tableau, c'est un pointeur de référence qui contiendra l'adresse mémoire de la première colonne. C'est pour cela ici, la même règle est appliquée avec les chaînes, c'est-à-dire que le nom de la chaîne, c'est un représentant, bien c'est un pointeur de référence qui contiendra normalement l'adresse mémoire de la première colonne de la chaîne. Et si on veut accéder à une chaîne, on peut utiliser l'indice, accès par indice. Dans ce cas, le i veut dire l'élément i de la chaîne. Un exemple, si nous avons par exemple ici une chaîne CH de 4 qui contiendra par exemple SMI, là, le nom de la chaîne et contiendra comme valeur l'adresse mémoire de la première colonne de la chaîne. Bon, chacune des colonnes, elle peut avoir un indice, comme par exemple ici, la colonne qui contiendra le M, c'est la valeur CH1. Alors, par contre, la dernière colonne de la chaîne, c'est l'anti-slash 0 qui portera la valeur 3, c'est-à-dire la longueur L-1, parce qu'on a commencé par l'indice 0. Si on parle maintenant de la lecture et l'affichage d'une chaîne, pour les fonctions de la lecture, il y a deux fonctions présentées ici dans ce cours, c'est la fonction scanf et la fonction get. La fonction scanf est utilisée pour lire une seule valeur ou bien un seul mot pour la chaîne caractère, mais dans ce cas, l'espace et le retour à la ligne représentent la fin de la chaîne. Ça veut dire quoi? Ils seront remplacés par quoi? Par l'anti-slash 0. Alors pour qu'on puisse utiliser scanf avec le format portage de S, et on met ici le nom de la chaîne. Et on n'aura pas besoin d'ajouter l'adresse, c'est inutile. Pourquoi? Parce que déjà le nom de la chaîne, il contiendra l'adresse mémoire de la première colonne de l'espace réservé pour la chaîne. Avec la fonction get, si on veut normalement lire plusieurs mots, une phrase, un texte, là c'est le rôle de la fonction get. Et dans ce cas, la fonction get, elle est là pour lire plusieurs mots. Et dans ce cas, le retour à la ligne de la chaîne lue, c'est normalement la fin de la chaîne qui sera remplacée par la suite par le caractère anti-slash 0. Et comme un exemple, on fait scanf le format et le nom, ou bien la fonction get, et on met ici le nom de la chaîne qui est la chaîne ligne.
Si on veut afficher une chaîne de caractères, il y a deux fonctions possibles, c'est la fonction printf ou bien la fonction puts. Les deux fonctions ont le même rôle, c'est l'affichage d'une chaîne. Avec la fonction printf, on met normalement le format et le nom de la chaîne. Et avec la fonction puts, on met juste le nom de la chaîne. L'équivalent, ou bien puts, c'est l'équivalent de la fonction printf avec un retour à la ligne. C'est-à-dire, si on met puts line, automatiquement cette fonction-là, il affiche la valeur de la chaîne ligne et il va faire un retour à la ligne. Un exemple qui regroupe les deux méthodes de l'affichage de la lecture. Un exemple, si on veut lire la valeur du prénom, qui contiendra au maximum des caractères, on va poser la question, entrez votre prénom. Après, on va lire la valeur du prénom par la fonction scan. On met le format et le nom de la chaîne à lire sans utiliser l'adresse mémoire. Dans ce cas, si la fonction retourne une valeur de différent de 1, on peut afficher, il y a-t-il une erreur, lors de la saisie de la valeur du prénom. Par contre, si la valeur est égale à 1, automatiquement la saisie est bien faite et la valeur était stockée dans la valeur de la chaîne prénom. Et dans ce cas, on peut l'afficher par la fonction printf en précisant le format et la valeur ou bien le nom de la chaîne. Et pour l'exécution, alors une fois on exécute le programme, on va demander la chaîne et puis la chaîne sera affichée par la suite sur l'output de votre équipement. Alors pour les fonctions prédéfinies de la bibliothèque string.h dédiée pour le traitement des chaînes de caractères, il y a la première fonction, c'est la fonction strlen, qui a comme rôle, c'est le calcul du nombre de caractères ou bien la longueur d'une chaîne entrée comme argument. C'est pour cela, si on veut l'utiliser, c'est le nom de la fonction, c'est strlen, et on met ici le nom de la chaîne, et la valeur calculée, c'est la valeur qui sera stockée dans la variable varInt pour qu'on puisse avoir normalement la longueur de la chaîne entrée comme argument. Un exemple, si nous avons ici une chaîne de caractères non, et on utilise la fonction strlen non, on peut retourner par la suite comme valeur de la variable L la longueur de la chaîne non. Il y a une autre fonction de la bibliothèque string.h, c'est la fonction strcopy. Cette fonction, normalement, il a un rôle très intéressant, c'est pour copier une chaîne dans une autre. C'est pour cela ici, si on veut utiliser, c'est la fonction strcopy, on met deux chaînes, une chaîne de la destination et une chaîne de la source. Avec cette méthode, on va copier la chaîne originale dans la chaîne copie en écrasant le contenu de la valeur de la chaîne copie. Un exemple, si nous avons par exemple là la chaîne non contiendra CID, et si par exemple nous avons une chaîne non complète qui contiendra par exemple la dimension 20, si on utilise, normalement on veut copier la valeur de la chaîne non qui est CID dans la chaîne non complète, il y a la possibilité d'utiliser l'affectation, mais c'est une erreur grave, parce qu'on ne peut pas affecter une chaîne à une autre. Par contre, on peut utiliser la fonction strcopy en mettant le nom complet, c'est normalement la chaîne de destination, et non, c'est la chaîne source. En copiant la valeur du nom, qui est la valeur CID, dans la nouvelle chaîne de destination qui est non complet. Et le résultat, si on affiche la valeur du nom complet, on aura comme valeur la valeur CID. Une troisième fonction pour la bibliothèque string.h, c'est la fonction strcat, qui nous permettra normalement de copier une chaîne à la fin d'une note en gardant le contenu de la chaîne de destination. Comment peut-on l'utiliser? C'est avec la syntaxe suivante, strcat en précisant la chaîne de destination et la chaîne source. Alors automatiquement avec cette écriture, si on l'exécute, elle va copier normalement la chaîne, bien elle va ajouter la valeur de la chaîne fin chaîne, à la fin de la chaîne de destination, chaîne concaténation. Comme un exemple, si nous avons par exemple ici char non qui contiendra par exemple Mohamed, char non complet qui contiendra déjà CID, si on fait strcat non complet non, selon le rôle, automatiquement cette fonction permettra d'ajouter à la fin du non complet la valeur non. C'est-à-dire, comme résultat, on aura le non complet sous la forme suivante, CID qui existe déjà dans la chaîne non complet, plus Mohamed qui est la valeur du nom qui était ajouté à la fin de la chaîne non complet par l'exécution de la fonction strcat. Une quatrième fonction de la bibliothèque string.h, c'est la fonction strcamp qui nous permettra de faire la comparaison entre deux chaînes de caractères.
Comment peut-on l'utiliser? Supposons que nous avons en fait deux chaînes de caractères CH1, CH2. Si on fait appel à la fonction strcomp et on entre comme argument les deux chaînes de caractères, on aura comme valeur de retourne la valeur d'entier qui est une valeur soit nulle, positive ou bien négative. Comment peut-on analyser les valeurs retournées? Si normalement les deux chaînes de caractères sont identiques, la valeur de la variable varInt, elle retourne la valeur 0. Par contre, si nous avons normalement une valeur positive, on peut avoir dans l'ordre alphabétique que CH1 est supérieur à CH2. Et si nous avons une valeur négative, normalement, on aura la chaîne CH2 qui est plus grande que CH1 dans l'ordre, bien sûr, alphabétique. Un exemple, si nous avons par exemple deux chaînes de caractères CH1, CH2 qui concernera tous les deux Ahmed, si on fait la comparaison entre les deux chaînes de caractères CH1, CH2, on aura une valeur retournée par la variable varInt et dans l'exécution, on aura comme valeur de varInt la valeur 0. Alors la fonction 5 pour la bibliothèque string.h, c'est la fonction strf. Cette fonction est dédiée pour inverser le contenu en fait d'une chaîne de caractères. Comment peut-on l'utiliser? Alors cette fonction normalement, elle a comme un argument la chaîne d'origine. Elle retourne normalement une nouvelle chaîne de caractères ou bien la première colonne de la chaîne inversée. Pour l'utiliser, alors si nous avons par exemple ici une chaîne de caractères qui contiendra la valeur SMI, on fait appel à la fonction strf. On affiche le contenu de la valeur retournée par strf par la fonction printf. On aura comme résultat la valeur ims. C'est l'inverse de la chaîne d'origine qui est ici. Voilà ce qui concerne les fonctions prédéfinies de la bibliothèque string.h. On passe maintenant à la partie qui concerne les tableaux des chaînes. Comment peut-on déclarer, initialiser et mémoriser les tableaux des chaînes de caractères? La déclaration d'un tableau des chaînes de caractères, c'est comme la déclaration d'un tableau à deux dimensions. Alors, on précise le type, c'est toujours char. Le nom du tableau de chaînes. En précisant deux dimensions, L, c'est normalement le nombre des chaînes, le nombre des lignes. Et le C, c'est la longueur de chacune des colonnes, c'est la valeur C. Et bien sûr, on prend en considération le caractère antistat 0. Si nous avons précisé ici comme étant une valeur de nombre des colonnes pour chacune des chaînes C, automatiquement, on aura au maximum C-1 caractères à saisir pour chacune des lignes du tableau des chaînes. Alors, un exemple, si nous avons par exemple là, char, par exemple, jour 7, 9. Alors, 7, ça veut dire qu'on aura en fait 7 lignes pour les 7 jours de la semaine. Et 9, c'est comme une dimension maximale pour stocker les valeurs de la chaîne. Et comme forme finale de la mémoire, on aura normalement plusieurs lignes. Dans chacune des lignes, il contiendra normalement le nombre des caractères saisis, comme par exemple là c'est lundi, la fin c'est l'antistat 0, et puisque nous avons en fait des caractères normalement restants inutiles, ils seront remplacés par la valeur nulle. Par contre, on peut avoir, si vous remarquez là, des chaînes où ils remplacent normalement les 9 colonnes, comme la valeur de mercredi. Alors on a normalement 8 caractères pour la chaîne mercredi. En ajoutant l'antistat 0, on aura la consommation totale de nombre des caractères dédiés pour la chaîne mercredi. Si on veut maintenant accéder aux différentes lignes d'un tableau de chaîne, on peut utiliser l'accès en spécifiant le nom et l'indice de la ligne. Et avec cette méthode, on peut accéder directement à la ligne I de la chaîne ou bien du tableau des chaînes tab chaîne. Si normalement on veut stocker un nombre de lignes, ou bien si on veut stocker un nombre de chaînes caractères dans un tableau des chaînes, si on veut l'afficher, on peut utiliser l'écriture citée dans la syntaxe. Par exemple, là, la liste ou bien le tableau des chaînes, c'est semaine, c'est semaine. Si on met par exemple semaine 2, automatiquement on vise la ligne 2 ou bien la troisième ligne de la chaîne parce qu'on a commencé par la valeur 0. Et par contre, si on veut faire l'accès pour qu'on puisse changer la valeur d'une ligne, alors c'est par exemple la valeur de la dernière ligne, de la 7e ligne, c'est la semaine, c'est semaine 6. Si on veut la remplacer par exemple Sunday à la place d'avoir la valeur dimanche, automatiquement c'est une erreur. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'affecter une chaîne de caractères à un tableau qui n'était pas possible pour le faire. C'est pour cela, si on veut copier une chaîne dans une autre, on n'aura que la possibilité de le faire, de copier caractère par caractère à travers la fonction strcopy ou bien à travers un code qui nous permettra de faire le copiage caractère par caractère
à partir d'une source vers une destination qui est la chaîne ciblée. Ce qui concerne l'application des pointeurs avec les chaînes de caractères, il y a-t-il en fait deux applications, soit avec les chaînes normales, bien avec les tableaux des chaînes. Dans la déclaration et l'allocation dynamique d'une chaîne, alors on peut utiliser la méthode suivante. À la place de déclarer un tableau, on peut déclarer juste un pointeur sur un caractère et par la suite, on va allouer juste l'espace nécessaire pour stocker une chaîne de caractères. Et dans ce cas, le nom de la chaîne, c'est une chaîne qui est dynamique et la longueur de la chaîne, c'est N-1 caractère au maximum avec un caractère de plus qui est la colonne pour l'anti-slash 0. Et si on veut parcourir une chaîne de caractères en général, il y a deux méthodes de parcours, soit le parcours par itération en précisant une variable int qui est la variable i, la variable d'itération, et en commençant par la première colonne i égale à 0, et tant que le ch de i est différent de l'anti-slash 0, on continue le parcours avec un pas qui sera incrémenté, c'est l'itération. Ou bien, on peut, c'est ça en fait le schéma qui explique le principe de parcours par itération. Sinon, on peut faire le parcours par pointeur, c'est-à-dire à la place d'utiliser un parcours par une itération, on va utiliser un parcours par pointeur. Ça veut dire on va déclarer un pointeur sur un caractère où ce pointeur P et la convaleur c'est CH, sachant que CH et la convaleur c'est l'adresse mémoire de la première colonne de la chaîne. C'est normalement l'adresse mémoire de cette colonne. Et par la suite, une fois, on va normalement commencer par P, commence par CH, automatiquement le P et le CH pointent sur la première colonne qui est la colonne de référence. Et on va continuer le parcours tant que le contenu de la case sur laquelle pointe le P est différent de l'anti-slash 0. Et pour la première itération, le P pointe sur la première colonne. Automatiquement, le contenu de cette case est différent de l'anti-slash parce qu'elle est égale à S. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer le parcours. Il va continuer le parcours parce qu'on n'a pas encore arrivé à la fin de la chaîne. Et la continuation de parcours, c'est une incrémentation du pas en passant à la case suivante, en passant à la case suivante. Et bien sûr, on va quitter cette boucle for une fois on arrive à cette case parce que maintenant le contenu de la case sur laquelle il pointe le P égale à l'anti-slash 0. Automatiquement, la condition d'arrêt n'est plus valable. On quitte la boucle for et on quitte la chaîne parce qu'on a épuisé la chaîne. On arrive à la fin de cette dernière. Si on parle maintenant de la déclaration et l'allocation dynamique des tableaux des chaînes de caractères, alors automatiquement, c'est une déclaration normalement d'un double pointeur liste chaîne. Et si on veut parcourir les différentes lignes, on aura besoin d'un double pointeur P sur un chat. Et si on veut faire l'allocation dynamique de la mémoire, on va d'abord allouer un tableau de L colonnes où chaque colonne il contiendra un pointeur sur un caractère. Et par la suite, on va utiliser la boucle for pour qu'on puisse normalement allouer pour chaque ligne P, pour chaque ligne P, on va allouer un espace mémoire de C plus 1 colonnes. Et dans ce cas, on aura normalement une liste des chaînes, normalement qui contiendra par la suite L chaînes. Dans chacune des lignes, bien des chaînes, il contiendra C et peut avoir, ou bien il peut stocker par la suite C caractères. Un exemple, si nous avons par exemple l'exemple précédent qui concerne les jours de la semaine, une fois nous avons déclaré par exemple la liste des chaînes SEM, bien semaine, automatiquement ce qu'on va faire, on va allouer d'abord un tableau des pointeurs de référence qui contiendront par la suite un pointeur sur une ligne, un pointeur sur une ligne, un pointeur sur une ligne. C'est pour cela ici, cette phrase-là, ou bien cette instruction-là, ne permettra d'allouer l'espace mémoire pour le tableau des pointeurs de référence et par la suite une boucle for pour qu'on puisse parcourir ce tableau-là en allouant normalement des espaces mémoire pour chacun des pointeurs de ligne, Dans l'exercice d'application, on va essayer de créer un programme en langue C qui permet de lire une liste des noms des étudiants, sachant que la liste des noms, c'est un tableau des chaînes. Dans chaque chaîne, normalement, il est composé de deux chaînes de caractères, le nom et le prénom. Et c'est pour cela, une fois on va lire le nom et le prénom séparés de chacun des étudiants, on va calculer la longueur des deux valeurs, nom et prénom, puis on va copier le nom et le prénom
dans la ligne ciblée de l'étudiant I. Et avec cette méthode, si on voit l'exemple, pour un étudiant I, on va saisir le nom de famille, on va saisir le prénom, et puis on va créer, ou bien on va générer le nom complet, composé du nom et du prénom. Et par la suite, une fois, normalement, on a créé, ou bien on a généré les noms complets, on va passer par la suite à faire unifier l'écriture de tous les noms complets. C'est pour cela on peut taper une valeur majuscule, minuscule pour le nom de famille, une valeur minuscule, majuscule pour le prénom de l'étudiant. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va générer le nom de la famille et le prénom bien unifié, où le nom de famille il est en majuscule tout entier et le prénom est en minuscule tous les caractères du prénom, sauf le premier caractère qui contient un caractère qui est majuscule. Et par la suite, si on fait l'exécution normalement du programme, pour l'exemple de 3 étudiants, on va saisir pour chaque étudiant un nom, un prénom, d'une forme qui est totalement différente, des majuscules, des caractères en minuscules, et par la suite, on va essayer de générer une liste d'étudiants avec des noms complets, composés du nom et de prénom saisis à partir de l'input de l'étudiant numéro 1, et bien sûr avec une forme unifiée, le prénom en minuscule avec un premier caractère en majuscule et le nom en majuscule tout entier pour tous les étudiants nommés. Maintenant, on passe pour voir le programme en langage C. Alors, comme vous remarquez là, pour le code source qui concerne le traitement en fait, du programme cité dans l'exemple d'application, on aura besoin en fait de la bibliothèque studio.h pour les fonctions prédéfinies de la saisie et pour l'affichage des chaînes de caractères, la fonction malloc, bien la bibliothèque malloc pardon, pour les fonctions de l'allocation dynamique de la mémoire. On aura besoin de certaines variables. Ça, c'est la liste, ou bien le tableau des chaînes. C'est un pointeur, c'est un double pointeur. Et par la suite, on aura besoin d'un pointeur pour parcourir les lignes du tableau des chaînes et un pointeur pour parcourir les colonnes de chacune des lignes de la chaîne, ou bien de la liste des étudiants. Et une chaîne pour stocker le nom, une chaîne pour stocker le prénom, et par la suite, un pointeur pour parcourir la chaîne nom, un pointeur pour parcourir la chaîne prénom. Et les entiers pour stocker la longueur du nom, la longueur du prénom et le nombre des étudiants. La première des choses dans la fonction main, c'est de lire d'abord la valeur du nom, ou bien le nombre des étudiants. C'est une valeur normalement qui doit être supérieure à 1. Et une fois que nous avons en fait le nombre des étudiants, on peut maintenant allouer l'espace mémoire réservé pour la liste des étudiants. C'est pour cela ici, on va allouer par la fonction malloc nbr pointeur de ligne. C'est un pointeur sur un caractère. Et par la suite, pour chaque pointeur de ligne, on va essayer d'allouer un espace mémoire pour stocker un nom et un prénom. C'est pour cela, on va lancer une boucle for avec un pointeur de parcours d'une ligne de la liste des étudiants. Et par la suite, on va arriver à la fin de cette liste-là, c'est-à-dire une fois on arrive à la liste, l'adresse mémoire de la première ligne plus MBR, le nombre d'étudiants, on va s'arrêter. Et bien sûr, sinon, on va passer à l'étudiant suivant avec une incrémentation du pointeur de ligne. Alors, la première des choses, c'est de demander le nom d'un étudiant. Ça, c'est pour calculer en fait l'indice de l'étudiant en cours. Et par la suite, on va lire le nom de l'étudiant par la fonction gets. On va calculer la longueur par cette boucle-là, où on va lancer la longueur du nom par la valeur 0. On va commencer le parcours à partir de la première colonne pointée par le pointeur PNM. C'est le pointeur pour parcourir la chaîne nom. Tant que n'a pas encore arrivé à la fin de la chaîne, ça veut dire tant que le contenu de pointeur sur lequel pointe le PNL est différent de l'antistase 0. Ce qu'on va faire, on va continuer le parcours avec une incrémentation de PNL. Chaque fois, on va incrémenter la longueur. Une fois on termine la boucle, normalement, on va passer pour lire la valeur du prénom. Alors, une fois on va lire la valeur du prénom par la fonction, par exemple, ici c'est scanf, pour voir les deux méthodes, gets et la fonction scanf. On va lire le prénom par la fonction scanf en précisant le format, pourcentage de S et le nom de la chaîne. Une fois que nous avons en fait la valeur du prénom, maintenant on peut calculer la longueur du prénom de la même façon. Un pointeur pour parcourir la chaîne prénom, c'est le PPPR. Et il va pointer sur
la même adresse du pointeur de référence, qui est PRE, le nom de la chaîne prénom. Tant qu'on n'a pas encore arrivé à la fin de la chaîne, ça veut dire quoi? Tant que le contenu de la case sur laquelle est pointe le PPR est différent de l'antislash 0, continue le parcours avec une incrémentation de PPR. Vous remarquez là, il n'y a pas un travail à répéter, c'est juste une incrémentation ou bien le passage de la première colonne de la chaîne prénom jusqu'à la fin. Alors jusqu'à la fin, ça veut dire quoi? Si on fait la soustraction entre l'adresse mémoire sur laquelle pointe le PPR et l'adresse mémoire de la première colonne, la soustraction entre les deux, on peut remarquer clairement, c'est la longueur de la chaîne prénom. Alors c'est pour cela ici, nous avons la longueur de la chaîne prénom, nous avons la longueur de la chaîne nom. Maintenant, on peut allouer un espace mémoire pour la ligne en cours. C'est pour cela ici, nous avons déjà le pointeur PLI. Alors, on va l'allouer un espace mémoire qui contiendra le nom plus le prénom plus deux colonnes. Une colonne pour l'espace entre le nom et le prénom et une colonne pour l'antislash 0. Et par la suite, on va commencer le travail à copier le nom dans la liste des caractères. Alors c'est pour cela ici, on va lancer un pointeur pour parcourir les colonnes de la ligne en cours et un pointeur pour parcourir la chaîne nom. Tant qu'on n'a pas encore arrivé à la fin de la chaîne nom de l'étudiant en cours, on va incrémenter le pointeur de parcours du nom et le pointeur qui va parcourir les colonnes du nom complet. Et tant que, nous avons normalement, on va faire un test parce qu'on cherche à avoir un prénom avec le caractère majuscule. C'est pour ça qu'on va tester si la chaîne, bien si le caractère en cours du nom est un caractère minuscule, d'accord? Dans ce cas, ce qu'on va faire, on va le convertir en majuscule avec une soustraction de 32. C'est la valeur qui sépare le caractère majuscule avec le caractère minuscule. Alors, sinon, ça veut dire quoi? Si c'est un caractère qui est déjà un caractère majuscule, on va le copier tel qu'il est dans le contenu de la case sur laquelle pointe le pointeur PLJ. Une fois on calcule normalement, ou bien on pointe ou bien on copie le nom, dans la case sur laquelle pointe le pointeur, le PLJ, on va mettre l'espace. Une fois on arrive à créer l'espace comme étant un séparateur entre le nom et le prénom, on va incrémenter le pointeur PLJ et par la suite on va faire un test sur le premier caractère du prénom. Si c'est un caractère normalement minuscule, on doit le convertir encore une fois en caractère en majuscule. Sinon, on va le copier tel qu'il est dans le contenu de la case sur laquelle pointe le pointeur de la colonne de la liste des noms. Une fois on calcule ou bien on copie le premier caractère du prénom, maintenant on peut parcourir le reste, d'accord, le reste du prénom en incrémentant le pointeur de colonne de la chaîne non complète de l'étudiant I et en incrémentant aussi le pointeur de prénom qui va commencer, à la place de commencer par la première colonne du prénom, il va commencer par la deuxième colonne du prénom. Pourquoi? Parce que la première colonne elle est déjà copiée dans le nom complet. Et tant qu'on n'a pas encore arrivé à la fin du prénom, on va incrémenter le pointeur de prénom, on va incrémenter le pointeur de colonne de la chaîne prénom. Et par la suite, on va tester, puisque ce sont des caractères prénoms, à partir du deuxième caractère, qu'ils doivent être des caractères en minuscules. C'est pour cela qu'on va tester. Ce sont des caractères en majuscules, on doit les convertir en minuscules avec une somme de 32, avec un saut de 32. Automatiquement, on passera d'un caractère majuscule à un caractère minuscule. Sinon, ça veut dire quoi? Si c'est un caractère déjà en minuscule, on va le copier tel qu'il est. Ou bien si c'est un caractère spécial, on va le copier tel qu'il est sans avoir le convertir. Une fois normalement on quitte cette boucle-là, c'est la fin normalement du prénom, et automatiquement le pointeur PLJ, il pointe sur une case vide, dans laquelle on va mettre l'antislash 0 pour définir la fin de la ligne de l'étudiant I. Une fois on termine la saisie, on termine la conversion majuscule-minuscule, maintenant on peut afficher la liste des étudiants inscrits en commençant par un pointeur
de lignes qui commencera à partir de la première colonne du pointeur de référence, liste, jusqu'à la fin, ou bien l'épuisement de la liste des étudiants. Et à chaque fois, on va afficher le numéro de l'étudiant, avec une soustraction entre le pointeur de ligne et le pointeur de référence de la première colonne, plus 1 parce qu'on commence normalement par la valeur 0. Et on va afficher la chaîne de la ligne I, c'est normalement le nom complet de la ligne. Alors, merci pour votre attention. Notre rendez-vous pour un nouveau cours de module programmation 2. Merci.